À la une de l'actualité, début ce jeudi à Berlin du Forum Allemagne-Afrique avec au menu les questions économiques et de développement. La République démocratique du Congo est représentée par le chef du gouvernement, Matata Ponyo, arrivé sur place depuis mercredi. Et puis, relocalisation des FDLR à Kisangani, tout est prêt. D'après la MONUSCO qui appuie le gouvernement de la République dans ce processus, déclaration du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé de l'Est de la RDC qui accuse les FDLR d'être eux-mêmes à la base du blocage observé. Et enfin, rumeur ou pas, y a-t-il des hommes en uniforme burundais au sud Kivu, précisément à Kiliba? Les habitants, eux, affirment les voir régulièrement pendant que les autorités congolaises démentent l'information. À ces sujets, vous suivrez dans ce journal le porte-parole du gouvernement. Il sera avec nous en ligne. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, la République démocratique du Congo, arrivé sur place mercredi matin, il n'a pas du tout eu du repos. Il s'est entretenu avec le conseiller de la chancelière allemande Angela Merkel en charge de la politique et de la sécurité. Son agenda prévoit également une séance de travail au Parlement allemand. La République démocratique du Congo est de plein pied au cœur des questions économiques et financières de l'Allemagne. Poumon économique de l'Europe, qui organise un grand forum Allemagne-Afrique dont les assises débutent ce jeudi 11 septembre 2014 à Berlin. Matata Ponyo, arrivé à Berlin mercredi, a eu un agenda très chargé. Le Premier ministre a rencontré quelques personnalités allemandes, notamment Christoph Engel, conseiller diplomatique de la chancelière allemande. Une rencontre préparative à ce forum qui va offrir au pays de Joseph Kabila sa tribune. La RDC est invitée à ces assises pour partager son expérience dans plusieurs domaines, dont ses performances et réformes économiques qui éblouissent l'Allemagne. Le chef du gouvernement a été invité à Bundestag, où la vice-présidente du bureau du Parlement allemand, accompagnée du groupe d'amitié interparlementaire pour les relations avec les États de la SADC, dont la RDC est membre. Au cœur de la rencontre, la paix au sein des pays membres de la SADC. Des prémices d'une grande rencontre Allemagne-Afrique. Nous avons été invités par le gouvernement allemand et nous sommes intervenants principal dans le forum organisé par le ministère allemand de la coopération sur les relations de partenariat économique entre le gouvernement allemand et l'Afrique. Le gouvernement allemand a pensé qu'il était utile, compte tenu des progrès économiques que réalise aujourd'hui le gouvernement congolais, le gouvernement allemand a donc pensé que le Premier ministre de la République démocratique du Congo pouvait apporter sa contribution dans la réalisation des objectifs de ces forums. Bonne occasion pour la République démocratique du Congo de voir la sollicitation du Premier ministre congolais auprès de médias allemands et même étrangers à la quête des questions concernant la reconstruction du Grand Congo. Sachez également que le Premier ministre Matata Ponyo a accordé une interview sur Radio France Internationale où il vante les progrès socio-économiques qu'a enregistré la République démocratique du Congo depuis son avènement à la tête de l'exécutif national. Et puis, tout est prêt pour la relocalisation de FDLR à Kisangani. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé de l'Est de la République démocratique du Congo. Le général Abdallah Wafi l'a dit mercredi lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Selon lui, le blocage connu dans ce processus de démobilisation est créé par les FDLR eux-mêmes. Grâce à Salambo. J'ai assisté à une réunion présidée par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda. L'ambassadeur sud-africain parla au nom de la SADC et l'ensemble des participants ont reconnu que le processus était bloqué du seul fait des FDLR qui refusent maintenant de quitter le Kivu. Les FDLR et leurs dépendants doivent quitter les centres de Walungu au sud Kivu et Kanyabayonga au nord Kivu où ils étaient regroupés depuis leur désarmement volontaire. Ces ex-rebelles devraient être cantonnés au centre d'entraînement technique des bataillons des FARDC à 10 km de la ville de Kisangani, dans la province orientale. Mais selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU chargé de l'Est de la RDC, les FDLR ont adressé une lettre au président en exercice de la SADC affirmant qu'ils ne quitteront pas le Kivu. Abdallah Wafi a en outre indiqué que la MONUSCO, avec toutes les autres instances impliquées dans ce processus, attend de prendre acte du refus des FDLR
avant d'envisager des mesures visant à leur neutralisation complète dans tous les territoires de la RDC. D'après un ultimatum lancé par les chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale pour la région de Grand Lac le jeudi 14 août dernier en Angola, les FDLR ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour déposer volontairement les armes et accepter d'intégrer le processus de démobilisation et rapatriement. En cas de refus, ces rebelles s'exposent à des actions de désarmement forcé. Dans l'actualité également, des hommes en uniforme burundais seraient signalés au sud Kivu, précisément à Kiliba. Les habitants affirment voir régulièrement ces soldats dans le village le soir ou lors de patrouilles, tout comme des véhicules immatriculés au Burundi. Selon donc des témoignages, à 500 mètres du village, des tentes et des éléments vêtus de treillis aux couleurs du Burundi seraient aperçus. Et justement à ces sujets, nous sommes en ligne avec le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. Bonjour. Confirmez-vous la présence de ces soldats, puisque la société civile et les populations sur place répondent que oui? Qui est provoqué par le bout du sensationnel qu'on enregistre souvent chez vos collègues de la presse périphérique. C'est vraiment... Pourtant, Monsieur le ministre, la société civile locale et la population de Kiliba confirment la présence de ces soldats. Nous avons enquêté sur base justement de ces dénonciations de la fameuse société civile locale dont vous parlez et nous n'avons eu aucune confirmation, sauf qu'on a vu des gens qui avaient une tenue que des militaires au Burundi ont l'habitude de mettre. Vous voyez de quels éléments ne sont pas recevables et ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de militaires burundais chez nous et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait des militaires burundais chez nous. De qui s'agit-il alors, Monsieur le ministre, puisqu'à vous entendre, aucun soldat étranger n'est présent dans cette partie du pays? Mais ce sont probablement des personnes qui existent, des militaires. Pourquoi pas de notre armée? Et qui vous dit que notre armée n'a qu'une seule tenue qu'on met partout, dans toutes les garnisons? C'est vraiment ridicule. Pourquoi est-ce que nous devrions justifier le fait qu'il y a des militaires congolais au Congo? Pour quelle raison? Pourquoi? Chez RFI, nous devons aller justifier cela. Ce sont des militaires qui ont des tenues, parfois qui sont éclectiques, parce que on achète les tenues aux mêmes endroits. Les pays africains s'approvisionnent en tenues partout. Le fait qu'un militaire porte une tenue plutôt vert olive que plutôt kaki ne peut en rien déterminer l'appartenance à une armée. Ça n'a aucun sens de parler comme ça. C'était Lambert Mende, ministre de Médias et Communications et porte-parole du gouvernement. On va rester dans l'est du pays pour parler cette fois éducation avec l'école du Cinquantenaire au Nord Kivu, une école publique moderne, déjà opérationnelle au standard international, constituée de 5 blocs regorgeant 22 salles de classe, 4 laboratoires scientifiques, une salle de lecture, une bibliothèque, une salle polyvalente, un internat et un dispensaire, sans oublier les installations hygiéniques. L'école du Cinquantenaire de Goma a été inaugurée ce 9 septembre par le gouverneur Julien Paluku dans le quartier Mugunga, et Mathieu Kamangou était notre envoyé spécial sur place. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain Lédon. Alors, au sujet de cette école, par rapport aux écoles qui existent déjà en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, l'école du Cinquantenaire? Vous venez vraiment de le dire Alain Lédon. D'abord, merci pour cette invitation. Je vous en prie. Il n'y a rien à présenter pour cette école. C'est une grande œuvre. Mais quel atout ça présente, vous m'avez demandé? C'est des sections qui répondent aux potentialités que présente la province. La pétrochimie, par exemple, avec l'Est qui regorge beaucoup de blocs pétroliers, l'agroforesterie, avec la forêt dans les Grands Nord, entre la province orientale et le Nord Kivu. Vous avez l'aviation, l'Est, avec l'aéroport de Goma, un des aéroports internationaux en RDC, oui. Il y a la section, l'électronique, on ne peut plus s'en passer. L'électronique intervient même dans les médias avec l'NTIC, mécanique et informatique. Donc, ce sont des options qui répondent directement aux besoins de la population. C'est une école pas théorique. Chaque section a son laboratoire. Pour la formation. Pour la formation, pour la pratique directement sur le terrain. Vous êtes diplômé d'État, D6 comme elle le dit, mais vous pouvez déjà servir en aviation comme personnel d'appoint. En informatique, déjà, vous pouvez faire quelque chose. En pétrochimie, vous pouvez déjà assister des grands ingénieurs. Donc, c'est une vision pour Julien Paluku de répondre vraiment aux besoins
et de la création de l'emploi et de l'éducation. Mais alors, la capacité d'accueil, Mathieu, on parle d'un internat qui doit accueillir 100 élèves. Alors, qu'en est-il de la capacité de l'ensemble de l'école concernant les salles de classe, par exemple? Les 22 salles de classe de cette école peuvent aller accueillir 880 000 élèves. C'est énorme. Mais à l'inauguration, hier, à Goma, la sœur préfet, il faut dire d'abord que la gestion est aux mains des sœurs pour que tout se passe très bien, chose à louer. L'école a au moins 550 élèves, dont les un quart est constitué d'élèves filles. Alors c'est curieux de voir de jeunes filles qui sont en pétrochimie, agroforesterie. C'est vraiment intéressant. Alors vous avez été à Goma, la rentrée c'était le lundi. Est-ce que sur place, l'école fonctionne normalement? Et est-ce que sur l'ensemble de la province, les écoles ont connu une rentrée effective? En tout cas, à Goma, les écoles ont connu une rentrée effective. Les écoles officielles, il faut d'abord que je souligne une chose. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, malgré la situation de guerre, à l'Est, on ne parle que de la guerre chaque jour, mais le gouvernement Julien Paluku a réussi à construire 16 écoles sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, dont 4 à Beni, 2 ou 3 dans les Massissi, où les balles crépitaient tout le jour. Et comme on est en train de les suivre à l'image, ce sont les élèves du cinquantenaire. Bien habillés, là. Ces grands complexes scolaires, ce n'est pas vanté à Nord Kivu, ça n'a jamais existé dans toutes les autres provinces. Donc, ça répond à la vision du président de la République, Joseph Kabila, la vision, la révolution de la modernité, matérialisée au Nord Kivu par Julien Paluku et son équipe. Félicitations. Merci Mathieu Kamango. Je rappelle que vous êtes journaliste à Télé 50 et vous étiez notre envoyé spécial au Nord Kivu, précisément à Goma, lors de l'inauguration de l'école du cinquantenaire. Du cinquantenaire. Merci Alain. On va changer de chapitre pour parler international en bref. Au Congo-Brazzaville, on connaît désormais le sort de Marcel Ntsuru, ancien numéro 2 de renseignement. Il vient d'être condamné aux travaux forcés à vie par la justice congolaise. L'ancien proche du régime en place et ex-numéro 2 des renseignements, tout comme 113 autres personnes, sont poursuivis par la justice de Congo-Brazzaville pour atteinte à la sûreté de l'État. Un autre dossier en justice, c'est celui de l'athlète sud-africain Oscar Pistorius. Après 6 mois de procès ultra médiatisé, c'est ce jeudi 11 septembre à Pretoria que la juge sud-africaine Thokozile Masipa a rendu les conclusions sur cette affaire.